Alors Alexandre Jost, on va terminer. Alors Alexandre, on le connaît bien, il a été un conférencier il y a quelques années. Il nous avait parlé du bonheur au travail, je me souviens bien. Alors Alexandre, à lui seul, il faudrait 3 heures pour nous parler de tous ces sujets-là. Il est convaincu que le bonheur est une aspiration humaine fondamentale et que cette aspiration est inspirante, vertueuse et fédératrice pour notre société. Ton message est clair. Je lis ce que j'ai lu sur ton site. Face à une anxiété d'époque, Covid, réchauffement climatique, stress au travail, défiance démocratique, tension sociale, doute éducatif, atteinte aux femmes, nous avons, la fabrique Spinoza dont il est le président, à la fois besoin de chemin de transformation et tout aussi fondamentalement, nous avons besoin de sens collectif, d'espérance et de joie. Alors la fabrique, elle a publié récemment 170 propositions pour un monde de demain fraternel, vert et heureux. Alors Alexandre, moi je te pose cette question-là, mais je sais que tu digresseras. Peut-on dire que l'invention des nouveaux imaginaires est indissociable de la prise en compte du bonheur ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de ton introduction. Je vais surtout m'appuyer dans ta question sur le mot imaginaire, c'est ce qui me marque le plus, c'est le thème de notre matinée ensemble. Et puis l'imagination peut trouver sa réalité en venant à vélo ce matin depuis le parc des Buttes-Chaumont. Et bien j'ai croisé Cyril Dion en face sur la piste cyclable qui allait dans l'autre sens. Je lui ai dit bonjour, il a pas le temps de s'arrêter, mais ça paraissait être un bon signe pour cette matinée. Ce dont j'ai vraiment envie de vous parler ce matin par rapport à notre thème, c'est de la possibilité d'un autre récit écologique, d'un nouveau récit écologique qui soit efficace et qui soit joyeux. Et je vous parle de ça avec beaucoup d'humilité parce que la question de l'écologie et de l'environnement n'est pas quelque chose qui me touchait jusqu'à il y a quelques années. Et le confinement a beaucoup changé les choses pour moi. Je faisais partie des 12% des Français qui l'ont vécu dans un endroit sans espace extérieur. C'est que 12% quand même. Hein. Et avec un enfant de 2 ans qui ça remue, un enfant de 2 ans. Donc vous voyez un peu on est plein à avoir vécu ça. Et dans ce temps-là, intense et merveilleux en même temps, j'ai ouvert mes fenêtres et j'ai écouté les oiseaux. Et j'ai donc senti qu'il y avait la puissance de l'ornithologie, quelque chose que j'avais un peu ignoré étant un enfant du béton. Et ça m'a donné envie de m'intéresser au sujet et le croiser avec la question du bonheur. Et voilà la conviction que je partage avec vous aujourd'hui. Je pense que notre approche écologique aujourd'hui, elle est alarmiste, catastrophiste, apocalyptique, défensive, urgentiste. Et c'est absolument nécessaire, parce qu'on a besoin de se prendre un bon coup de pied aux fesses. Je pense que c'est vrai. Et je vois aussi, en parlant avec des neuroscientifiques, que lorsque le stress nous habite, il nous fait basculer dans notre cerveau reptilien, qui est le cerveau de la survie et qui déclenche les états d'urgence, de réaction, de type le combat, mais le combat dure un temps, au bout d'un moment on s'épuise, ou bien la fuite, l'agitation, on bouge un peu sur ses 2 pattes mais sans savoir vraiment où aller, et enfin dans le pire des cas, faire le mort, c'est-à-dire la prostration, l'immobilité. Et au point que aujourd'hui certains d'entre nous sont peut-être indifférents à la question écologique, mais beaucoup sont anxieux, et on parle même chez les jeunes d'éco-anxiété, au point que certains jeunes commettent l'irréparable par éco-anxiété. Il faut changer de trajectoire, mais comment on fait ? Comment on passe à l'action ? Comme disait Jean-Yann. D'où la citation de Jean-Yann tout à l'heure, passer de l'avoir à l'être, mais par l'action, par le faire. Et pour tirer le fil de cette pensée, je pense qu'il est aujourd'hui possible de tisser un autre récit écologique qui s'appuie sur les bienfaits du vivant à notre égard. À la fois, c'est évident, et en même temps, si on osait se reconnecter au vivant, dans toutes les sphères de notre vie, y compris notre habitat, notre logement, pour avoir envie d'agir. Et d'après l'Institut Neurocognitisme, avec qui on a commencé à dialoguer, on pourrait faire émerger une motivation intrinsèque profonde, durable, joyeuse, positive, qui fait que l'environnement, l'écologie, la nature, la planète, on se mobilise pour elle par envie. Le monde de demain n'adviendra pas par obligation morale, mais par désir. Voilà, forcément j'aime bien Spinoza, donc je parle de désir, mais désir entendu au sens large. Et cette expérience que j'ai faite pendant le confinement, en écoutant, en repérant, j'arrive maintenant à repérer parfois une petite fauvette à tête noire qui est en face dans le parc,
Eh bien, je pense qu'il est possible de la réinventer dans nos vies. On parlait d'EHPAD. Dans les EHPAD, lorsqu'on a un peu de végétalisation, eh bien, on permet à des personnes âgées atteintes d'un maladie d'Alzheimer, désorientées cognitivement, de se reconnecter eh bien, aux saisons, donc au temps, donc aller un petit peu mieux, ou ne pas aller plus mal. Les exemples sont infinis. Aujourd'hui, il y a une application construite par la London School of Economics qui s'appelle Mappiness, vous voyez le petit jeu de mots. Une de ces applications un peu agaçantes où vous avez sur votre téléphone, vous avez tout d'un coup un petit signal qui vous dit hey, est-ce que tu es heureux maintenant? Et là, est-ce que tu es heureux? Et là, est-ce que tu es heureux? Donc on répond par une note en indiquant son émotion, mais c'est croisé, triangulé avec son positionnement spatial. Et ce faisant, on s'aperçoit, c'est pas une surprise, mais quand même on le confirme, que les endroits où on se sent vraiment bien, eh bien ce sont les étendues d'eau sauvage, ce sont les forêts. Il y a une liste qui descend et puis on arrive tout à la fin avec du béton. Et entre-temps, il y a de la terre, il y a tout un temps d'espace. On parle, au point que l'on parle, aujourd'hui, les psychologues parlent de sentiment océanique. Le sentiment océanique, c'est tout d'un coup le sentiment d'être vraiment bien, voire d'être relié, et là on touche à du spirituel, avec l'ensemble du vivant, avec se sentir grand et connecté. Ce sont des mots qu'on utilise pour décrire l'étendue des émotions, donc que la nature peut nous faire vivre. Le vivant est profondément bon pour nous. On a même une science qui parle de ça aujourd'hui, c'est la biophilie. Alors, qu'en faire? Eh bien, notre idée à la Fabrique Spinoza, c'est de contribuer à bâtir un nouveau récit écologique en documentant de manière scientifique et inspirationnelle toutes les manières par lesquelles le vivant est bon pour nous. Donc notre projet s'appelle Nature, Bonheur et Citoyenneté. C'est une campagne de reconnexion à la nature qui est scientifique, inspirée et opérationnelle. Et ce projet, on va le commencer, on va le défricher à partir de demain, pendant 1 mois, et ensuite le bâtir pendant les quelques mois qui suivent. Une étude scientifique qui documente cela, des portraits inspirants de personnes qui disent « Voilà comment moi je me reconnecte à la nature, et voilà comment moi ça me donne envie ensuite d'agir pour la planète, pour l'environnement. » Et je suis persuadé que le mot imaginaire, et la raison pour laquelle Loïs m'a invité ce matin, ce mot il est d'une puissance incroyable. Ce sont les récits qui nous font nous mouvoir. Et bâtir un nouveau récit écologique, c'est la possibilité dans nos bâtiments, dans nos écoles, dans tous ces endroits, eh bien, de faire les choses différemment. Et pour être concret d'ailleurs c'est concrete, c'est une mauvaise traduction, mais ça c'est concrete béton. Eh bien, je me suis demandé comment est-ce que ça pourrait vous toucher dans vos métiers, chers amis, ici dans cette salle. Eh bien, tout d'abord, je pense que ça peut toucher la question du logement, ça peut toucher la question de l'école, ça peut toucher la question du bureau. Quand même, pour nous rappeler que malheureusement, on est en situation de crise sanitaire, eh bien, vous avez aujourd'hui des organisations, dont nos amis à RP Astrans, qui envisagent des approches biophiliques dans les espaces de travail et qui combinent les exigences sanitaires. Il est aujourd'hui possible d'avoir des séparations entre des espaces de travail qui sont végétales et qui, ce faisant, permettent de filtrer des particules ou en tout cas d'éviter des aérosols. Et donc, on voit bien la puissance du végétal, y compris dans le champ sanitaire. On voit des écoles, des projets d'écoles, pas forcément si alternatifs que ça, qui se développent, où on s'interroge sur comment refaire venir des fermes du vivant à l'école, parce que c'est un tel professeur pour nos enfants. Et puis, dans le logement, eh bien, la biophilie nous apporte des réponses, les sons, le design, l'acoustique. La biophilie, elle nous dit 3 choses. La biophilie, c'est l'étude de comment et à quel point le vivant est bon pour nous en tant qu'être humain, qui sommes aussi d'ailleurs partie du vivant. Comme dit Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Dans l'empire. Donc la biophilie nous dit petit 1, est-ce qu'on pourrait réinviter la nature par sa présence? Et donc vous avez aujourd'hui, jusque dans des administrations et des ministères qui sont parfois entravés par des procédures administratives, eh bien des animaux qui arrivent, des animaux domestiques. Alors c'est quoi le rapport avec le schmilblick? C'est un peu décalé. Eh bien pas tant que ça. Vous avez des organisations américaines qui se disent on va essayer d'avoir un ratio de 1 chien pour 3 salariés. Pourquoi? Parce que avoir un animal domestique au travail, c'est se reconnecter à la chaleur du vivant. C'est s'interroger collectivement
comment est-ce qu'on fait dans une équipe pour rendre possible le fait d'avoir le vivant parmi nous? C'est recréer de l'agilité organisationnelle. Il y a des études là-dessus. Donc, on voit l'immensité des manières de le faire. La biophilie nous dit, 1, avoir la présence du vivant, 2, se relier différemment au vivant. Il y a sans doute des usages possibles pour que le vivant étant présent, eh bien, je le considère plutôt que de simplement l'avoir à côté de moi. À côté, ça ne veut pas dire connecté. Là, on est à côté. Est-ce qu'on est connecté? Un petit peu parce qu'on a comme nos yeux qui sont en interaction, parce que tu as fait une blague tout à l'heure, parce qu'on a de la chaleur, mais être à côté n'est pas suffisant. Donc, la biophilie nous dit quelle relation au vivant lorsqu'il est près de nous. Et enfin, la biophilie nous dit, eh bien, si on n'y arrive pas, parce qu'avant d'avoir dans nos bureaux, dans nos écoles, dans nos logements, eh bien, une immensité, une arche de Noé, eh bien, avant ça, on peut commencer par imiter la nature. Et c'est déjà un peu bien. Son intelligence, par du biomimétisme. Si vous avez des espaces qui ont été dessinés selon les principes biophiliques, vous pouvez avoir des complexités de formes qui font croire à notre cerveau qu'on est dans le vivant. Parce que vous avez des formes fractales, vous avez une complexité qui se rapproche de l'infinie ingéniosité du vivant. Et donc, ce que je partage avec vous là, c'est que ces principes de vivant amenés dans le champ de l'immobilier, ils peuvent affecter à la fois la conception dans le champ de l'urbanisme, on a vu de belles images, dans le champ de l'architecture, mais aussi dans le champ de l'usage. Et pour le lier, pour terminer avec la question de l'habitat coopératif, je vais poser un drôle de mot sur la table. Je pense qu'une question, si on s'enflamme un peu, c'est la question de l'amour. On n'a pas les fraternités. Allons encore plus loin, parlons d'amour. Parce que se connecter au vivant animal, végétal, c'est aussi se reconnecter avec notre part vivante et donc être plus à même de s'aimer les uns les autres. Il y a une conférence TED que je trouve extraordinaire d'une femme qui s'appelle Jill Susan Bolt. C'est comme ça. Je suis sûr de Jill et du Bolt. Et elle est neuroscientifique. Elle a eu une attaque cérébrale. Elle va bien aujourd'hui, vous en faites pas de séquelles. Pendant son attaque cérébrale, elle s'est observée en train de perdre ses capacités cognitives. À un moment, lorsqu'elle est en train de vivre cette chose horrible, elle sent que son cerveau rationnel, en tout cas une partie de ses capacités rationnelles, sont éteintes. Et à cet instant-là, elle ressent une reliance à l'ensemble du vivant. Elle ressent un amour infini. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que le amour, émotion et vivant sont 3 mots qui sont liés. Les neuroscientifiques nous disent également que les zones du cerveau qui sont mobilisées lorsque l'on voit du beau, lorsqu'on touche de la transcendance vers du divin, qu'on soit religieux ou pas, lorsqu'on est en connexion avec la nature, ou lorsque l'on aime, ces 4 situations-là mobilisent les mêmes zones du cerveau. Et donc le rêve que je veux partager avec vous, c'est celui d'imaginer un monde qui soit vert, un monde qui soit joyeux, un monde dans lequel l'immobilier soit peut-être plus connecté au vivant, et donc vivant. Parce que connecté au vivant, ça veut dire vivant. Et je nous invite à imaginer ce monde-là et à le bâtir, Sandrine, maintenant, où le vivant, ou redonner de la place au vivant, se reconnecter à lui, est une boussole et un guide pour réimaginer l'immobilier. Et je terminerai en disant, si ce que je dis, si ce que je partage avec vous, avec passion, vous le sentez, vous parle, rejoignez notre projet Nature, Bonheur et Citoyenneté. C'est un projet magnifique. Et voyez comment vous associez à lui. On est en train de tisser des liens avec l'OID sur ce sujet. Il y a un nombre infini de choses à faire. Et en ce moment, en temps de crise sanitaire, on a besoin d'imaginer des chemins de société qui sont à la fois ambitieux et qui sont joyeux et qui nous font du bien. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandre. Chers amis, nous ne sommes pas dans l'utopie.